Être souverain, c'est faire preuve d'activités qui sont décisives dans l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui face à un double régime de souveraineté. Il y a les souverainetés traditionnelles, auxquelles on est habitué, auxquelles on pense spontanément quand on lit le journal. L'Espagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Brésil, l'Inde, ainsi de suite. Ça, c'est les États auxquels on pense spontanément quand on pense à ceux qui sont représentés à l'ONU. Et il y a un deuxième régime de souveraineté, beaucoup plus discret qui sont ces pays confettis, ces petits pays des Caraïbes ou d'Europe, des législations qui permettent aux grands groupes, comme par exemple les Bermudes, la Suisse, Monaco, Singapour, les îles Marshall, il y en a quelques 80, donc ce sont ces législations qui permettent aux entreprises de délocaliser leurs actifs formellement dans des États où elles n'auront plus à faire face à quelques contraintes que ce soit. Et ce deuxième régime de souveraineté, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle des paradis fiscaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acteurs souverains dans les paradis fiscaux ne sont plus les États. Les États abdiquent, les États donnent les clés. Ce qui se passe, pour aller vite, là, dans une législation de complaisance, c'est qu'on a une petite équipe gouvernementale qui pèse pas plus lourd que la mairie de Gatineau ou de Repentigny, là, parce que ce sont souvent des petites îles, surtout dans les Caraïbes, qui vont être approchés dans l'histoire par des grandes banques, des institutions financières, des grandes industries, et qui, en gros, vont donner les clés. Ils vont dire, bon, ben, donnez-moi une Rolls-Royce, une villa, remplissez mon compte bancaire en Suisse, puis moi, je vais vous voter les lois que vous voulez. On est une toute petite entité, tout ça, on n'a aucun rapport de force. On va faire une loi sur les casinos pour que l'argent du crime organisé aux États-Unis soit blanchi. On va faire une loi sur les sociétés exemptées pour que les entreprises multinationales puissent créer des filiales ici, accueillir leurs profits et ne pas payer d'impôts sur eux. On va créer des trusts, des holdings, des fondations caritatives tout à fait bidons pour permettre cette délocalisation des actifs et cette délocalisation de l'inscription juridique des entités. Donc, c'est ce qui se passera dans ces pays. Ce sont les acteurs privés qui deviendront souverains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils pourront prendre des décisions comme acteurs privés sans être encadrés par l'État. Légalement. Dans la légalisation de ces paradis fiscaux-là. C'est-à-dire que les paradis fiscaux participent à la légalisation d'activités qui seraient illégales si elles étaient faites dans le pays où ont lieu réellement les opérations des grands groupes qui en profitent. C'est-à-dire que une multinationale, aujourd'hui, peut être confrontée à des institutions de droit qui sont contraignantes, à des normes, à des règles qui sont évidemment prohibitives. Et aujourd'hui, une entreprise qui a en tête de commettre quelque chose d'illégal va tout simplement se demander où est-ce qu'elle peut délocaliser l'inscription juridique de son opération pour que celle-ci devienne légale. Donc, je ne peux pas blanchir des capitaux issus du trafic d'armes, je ne peux pas corrompre un dictateur, je ne peux pas jouer à la bourse un certain nombre d'actifs sur un mode spéculatif au-delà d'un certain seuil dans mon pays, mais du moment que je crée une filiale dans un paradis fiscal et que depuis cette filiale-là, je mène les opérations qui sont illicites chez moi, elles deviennent légales. Donc, depuis les îles Vierges britanniques, j'entretiens un partenariat avec la Chine. Depuis Singapour, je participe aux paris sportifs. Depuis les îles Turques et Caïques, je mène des opérations dans le domaine de l'assurance qui seraient illégales chez moi. Depuis les îles Caïmans, je joue à la bourse sur le mode des fonds de couverture de manière très risquée, l'épargne de gens qui m'ont confié leurs biens chez moi. Et donc, on peut continuellement, en quelque sorte, démultiplier les entités dans des paradis fiscaux de façon à contourner les règles de droit et à les rendre stériles. Il faut savoir que dans le monde, la moitié des transactions financières concernent des transferts intra-groupes. Donc, Google X envoie des fonds à Google Y. Bombardier X envoie des fonds à Bombardier Y. C'est une myriade d'entités. Et donc, une société peut s'emprunter de l'argent elle-même. J'ai fait des affaires frauduleuses avec le Congo à partir de ma filiale des Bermudes. Et je vais emprunter de l'argent à ma filiale des Bermudes. Et à chaque année, en plus, je vais lui verser des intérêts. Mais elle est très dure avec moi. Donc, je dois lui verser beaucoup d'intérêts. Les taux sont très élevés avec ma filiale. Elle est cruelle avec moi. Et du coup, j'ai toujours moins d'argent dans mes coffres quand vient le temps de déclarer mon revenu dans le pays où je suis vraiment actif, où j'ai mes clients, où j'ai mon personnel, ainsi de suite. Et les États
sont, je dirais, la synthèse d'un rapport de force entre la souveraineté populaire et la souveraineté offshore, c'est-à-dire la souveraineté des multinationales et des grands groupes criminels organisés. L'État, c'est une sorte de résultante d'un rapport de force. Et évidemment, aujourd'hui, le rapport de force est à l'avantage des multinationales. L'État, aujourd'hui, en même temps qu'il est obligé, bon an, mal an, de donner satisfaction au bon peuple en lui fournissant des services publics, en encadrant la sécurité, en veillant à son bien-être d'une manière fort imparfaite, tant que les peuples ne le revendiquent pas d'une manière impérieuse, hein, par des manifestations, un rapport de force, la constitution de partis politiques qui serait autonome, ce qui est rarement le cas. Donc, d'une part, l'État est obligé de répondre de ces attentes populaires-là, qui sont capables de se manifester sur un mode souverain quand le peuple se fâche, par exemple, quand il menace l'oligarchie ou l'élite politique qui est en poste de tout ce qu'on peut imaginer qui puisse l'inquiéter. Et d'autre part, ce même État-là est lié à l'oligarchie qui profite des paradis fiscaux, qui trouve des avantages, qui les crée. Notamment par le phénomène des portes tournantes et du lobbying. On a eu, par exemple, comme comité consultatif sur les questions fiscales auprès de Jim Flaherty, qui était le ministre des Finances principal de Stephen Harper, des membres, un groupe de membres qui provenaient de la Banque royale du Canada, de la Banque Scotia, de Barrick Gold, de PricewaterhouseCoopers et d'autres multinationales, aucun fiscaliste. Donc, ce n'est même plus du lobbying, là. C'est-à-dire que le ministre a créé en bonne et due forme un comité consultatif qui était constitué d'acteurs qui provenaient du secteur bancaire et privé. Et c'est ce secteur-là qui disait au ministre, en gros, comment penser, entre guillemets, la lutte aux paradis fiscaux, ce qui veut dire, en réalité, l'organisation d'échappatoires qui profitent à cette oligarchie-là. Quand on dit que Coca-Cola est américaine, que Total est française ou que Bombardier est québécoise, on fait de l'histoire. Au présent, ces entités-là sont des myriades d'entités, souvent coordonnées depuis le pays dont on dit qu'elles sont originaires, de façon à bénéficier des avantages que dans la concurrence légale et fiscale dans laquelle on est, les États leur fournissent aujourd'hui. Donc, une entité multinationale en quelque sorte, coordonne des filiales qui sont inscrites partout et qui bénéficient partout des avantages occurrents, caractère divin à la loi. La loi est, grosso modo, ce à quoi on arrive quand on, collectivement, on convient d'une façon de structurer la vie collective. Bon. Ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est de voir que on finit par croire que la loi est écrite par les dieux. Parce qu'on finit par dire, oui, tel oligarque qui est aujourd'hui ministre était médecin en Arabie Saoudite, il a été travailleur autonome et ses actifs, il les a placés à l'île de Jersey quand il s'est fait payer. Donc, et aujourd'hui, il nous dit que tout ça était légal, alors qu'il fait partie de la catégorie d'acteurs sociaux qui sont capables de voter les lois. De légitimer donc ces pratiques. C'est ça. Aujourd'hui, le Canada, par exemple, a signé un accord de double non-imposition avec la Barbade. Techniquement, ça permet à des sociétés de transférer des actifs à la Barbade ou d'attirer les fruits de transactions faites à l'échelle internationale dans leur compte à la Barbade, de payer 0,25% d'impôts sur ces fonds-là, de les transférer à nouveau au Canada en disant au Canada, j'ai déjà payé des impôts à la Barbade. 0,25%. Vous n'allez pas m'imposer 2 fois sur le même bénéfice. Et c'est ainsi qu'on a élaboré au Canada une échappatoire qui permet légalement aux entreprises de transférer des fonds à la Barbade sans payer d'impôts. Ce qui fait de la Barbade aujourd'hui le 2e pays le plus important en termes d'investissement direct à l'étranger de la part des sociétés canadiennes. Donc le Canada a effectivement aménagé un corridor d'amnistie fiscale permanente qui permet, au nom de sa souveraineté, c'est ça qui est le plus fou, qui permet à des acteurs de contourner l'État.
quand on considère que les entreprises canadiennes ont investi au moins 200 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, dans des structures vides, là, dans des coquilles vides là, qui produisent rien, strictement pour contourner le fisc. Cela veut dire que par dizaines et dizaines et dizaines de milliards, il y a des capitaux qui, sur un mode hémorragique, quittent le pays chaque année, qui ne sont pas imposés. Donc, c'est ce qui explique que les gouvernements disent on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent pour les routes, on n'a plus d'argent pour la culture, on n'a plus d'argent pour la santé, on n'a plus d'argent pour l'éducation, on n'a plus d'argent pour la solidarité internationale ou la solidarité sociale. Bon, ce discours-là est une façon, souvent, de faire passer un problème de revenus en un problème de dépenses, en culpabilisant les gens. En disant, vous vivez au-dessus de vos moyens, vous n'êtes pas raisonnable, soyez rationnel, nous, on est les sages, et on va vous dire où le principe de réalité commence. Hein? C'est-à-dire, plus d'aide aux devoirs, une taxe santé, plus de subventions aux compagnies de danse, ainsi de suite, coupure dans les écoles. Mais ce coût-là, il est exponentiel. C'est que pendant que l'État coupe dans les services sociaux, parce qu'il n'arrive pas à percevoir la marge qui lui revient de la part de l'activité privée, il est obligé de trouver 1000 façons de faire payer le prix à la population. Le deuxième coût, c'est d'augmenter ou de créer des tarifs sur les services publics en faisant passer les citoyens et citoyennes du Québec comme des clients. Une autre façon de faire payer la chose, c'est dans une logique de dumping, c'est de revoir à la baisse le taux d'imposition des entreprises quant aux capitaux qui restent. On est en concurrence avec le Luxembourg, on est en concurrence avec les Bermudes, on est en concurrence avec Singapour. Alors il va falloir imiter ces pays-là. Alors le taux d'imposition qui était de 38% au palier fédéral avant, il va être de 15% maintenant. La taxe sur le capital, on va l'abolir. Et donc on affaiblit en même temps l'institution souveraine. C'est-à-dire qu'en même temps que, c'est des vases communicants, plus les institutions privées sont capables dans les paradis fiscaux de s'ériger comme force, moins les États sont capables de financer les institutions qui les représentent pour être souverains, prendre des décisions, gérer la vie en collectivité, avoir un pouvoir qui fasse que la loi a du sens, par exemple. Et il y a vraiment une chose que je voudrais essayer de synthétiser. Si on fait le tour de la question, aujourd'hui la souveraineté elle est réfractée. C'est-à-dire que les États n'ont pas le monopole de la décision publique. Certes, les États continuent de prendre des décisions de nature publique sur le tabagisme, sur la délinquance, sur l'affectation des deniers publics dans un certain nombre de services. Mais en marge de l'activité étatique, il y a une autre souveraineté qui se développe dans les paradis fiscaux, qui est la souveraineté des entreprises privées. Ces entreprises privées-là arrivent dans les législations de complaisance et les paradis fiscaux à prendre des décisions qui marquent un effet dans l'histoire. Ça peut être mobiliser des armes pour financer un dictateur, corrompre des partis politiques, ça peut être mobiliser des mercenaires, ça pourra être spéculer sur telle monnaie, ou sur les obligations de tel pays pour le mettre en faillite. Ça pourra être établir les cours du blé, du riz, du pétrole d'une manière arbitraire. Ça pourra être toutes sortes de pouvoirs que les entreprises ont pour faire l'histoire, et pour manifester une souveraineté. Et ces deux souverainetés-là qui sont en opposition sont en quelque sorte affectées par une troisième manifestation souveraine qui est celle des peuples, qui est assez désorganisé, ou qui est organisé sur un mode fragmentaire, des syndicats, des ordres professionnels, des médias, des revues, des manifestations diverses qui peuvent elles-mêmes, sur le mode diffus qui est celui des peuples, compter dans l'histoire, faire en sorte qu'on ne privatisera pas le Mont Harford, qu'on ne signera pas l'accord de libre-échange de l'OMC en 1999 à Seattle, qu'on n'ira pas, qu'on interviendra auprès des réfugiés qui arrivent en masse en Europe parce qu'il y a un émoi populaire, parce qu'il y a une mobilisation, parce qu'il y a une tension, il y a une prise de parole qui se manifeste, qui pèse dans l'histoire. Et j'ai tendance à dire que ces trois souverainetés-là sont encadrées par une quatrième grande, qui est celle de l'histoire elle-même, et qui fait plus penser au concept de souveraineté chez Georges Bataille, là. C'est-à-dire cette idée que ce rapport de force entre ces trois pôles souverains, les États, les multinationales devenues quasiment mafieuses, et les peuples qui, bon an, mal an, continuent de peser dans le débat, d'apparaître dans le décor, cette chimie-là entre les trois correspond elle-même à une sorte de grande souveraineté qui est la souveraineté de l'histoire. À savoir qu'on ne sait pas
comment ces combinaisons vont se faire, comment ces rapports de force vont s'élaborer et se réélaborer, se faire et se défaire. Et cette quatrième souveraineté-là, il me semble, est celle qui donne foi en l'histoire, qui nous dit, mais rien n'est joué. Les multinationales ne sont pas à tout jamais omnipotentes. Les États ne sont pas à tout jamais fascistes. Les peuples ne sont pas à tout jamais, en quelque sorte, complètement désorganisés ou fragmentés, mais il arrive des moments dans l'histoire où les peuples pèsent dans le cours historique des choses, où les multinationales s'imposent d'une manière brutale et imposent leurs lois, et où les États aussi font valoir leurs prérogatives. Et tout ça, je ne dirais pas que c'est équilibre, au contraire, on est dans un déséquilibre complet, mais ces rapports-là évoluent. Et c'est cette grande souveraineté-là qui est à rappeler si on veut garder foi dans l'évolution des choses. Si les États voulaient régler le problème des paradis fiscaux, ils y parviendraient en 5 minutes. Parce que les paradis fiscaux sont souvent la créature des États de droit. Et dans l'histoire, au XXe siècle, les États de droit, en quelque sorte, ont aménagé des échappatoires pour permettre aux amis de l'oligarchie financière et industrielle de se soustraire aux règles qu'ils avaient, eux, à charge de faire valoir sur l'ensemble de la collectivité. Et que ce soit par l'imposition sur un mode consolidé, c'est-à-dire qu'on prend une multinationale et on l'impose mondialement quant à toutes ses opérations dans le monde, et après ça, on redistribue au prorata de sa part d'activité dans les pays le montant perçu par la procédure fiscale, ou que ce soit sur le plan de la criminalité en nationalisant ou en rendant publiques les instances de clearing, les chambres de compensation qui consignent toutes les opérations financières, même dans les paradis fiscaux, ou que ce soit par d'autres modalités qui portent sur la divulgation d'actifs pays par pays, par exemple, plutôt que sur un mode global. On sait qu'on peut arriver à nos fins. Le problème aujourd'hui, il est politique, c'est-à-dire que les institutions publiques se sentent soumises à l'autorité de pouvoirs financiers et industriels plus forts qu'eux. Et cela se résume, on peut parler de la souveraineté en ces termes-là, en la nouvelle acception du mot économie. Aujourd'hui, on va dire il y a des économies, on ne parle plus d'instances publiques ou d'États. On va dire Coca-Cola, c'est une économie, le Brésil, c'est une économie, l'Ontario, c'est une économie, puis Goodyear, c'est une économie. Il y a des économies. C'est des ensembles constitués qui gèrent des actifs, en fait. Et quand on fait la liste des 100 principales économies au monde, la majorité sont privées. Et on commence à rentrer dans une sorte de logique para-onusienne où il y a des économies qui discutent entre elles. Et évidemment, Goldman Sachs est plus fort que tous les pays d'Europe. Et c'est là qu'on est face à un rapport de souveraineté de type étatique et de type offshore, des acteurs qui sont en quelque sorte régis par une constitution avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des processus électoraux forts, perfectibles, mais néanmoins fonctionnels. Et d'autre part, des pouvoirs privés qui, eux, ne répondent que des intérêts de leurs actionnaires, de leurs dirigeants, de leurs clients. Bon, donc on a deux pouvoirs qui s'affrontent, et le peuple, ce qu'il peut faire là-dedans, c'est, je dirais, n'importe quoi qui l'aide lui-même à établir un rapport de force, surtout avec les institutions publiques, de façon à les faire pencher de leur côté. Et c'est en lisant, en réfléchissant, en pensant en termes stratégiques, en démultipliant les formes de mobilisation chez les infirmières, chez ceux qui croient en l'économie locale, chez ceux qui s'intéressent à la solidarité internationale, chez ceux qui s'intéressent à la culture, chez ceux qui s'intéressent à l'éducation, qu'on inscrive la question des paradis fiscaux dans les délibérations qui sont les siennes dans ces milieux respectifs et dans les plateformes de revendication qui finissent par en émerger pour que cette question-là soit incontournable, qu'on en fasse l'enjeu central. Le problème qu'il faut absolument surmonter et régler, sans quoi il n'y a pas du tout l'ombre du début de quelque chose qui ressemble à la démocratie.